Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Alors ça fait quelques temps que je parle de prompt, qu'on voit partout des prompts et comment prompter. Et c'est vrai que lorsque je donne des formations en intelligence artificielle générative, généralement on me demande comment bien prompter. Il est vrai que ce que je vois, moi, sur le terrain, c'est que beaucoup de personnes promptent en fait, mais sans méthode, demandent, testent des choses, mais il n'y a pas vraiment de recul par rapport à la bonne méthode à utiliser. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'actualiser ce qu'on sait déjà sur les méthodes de prompting et ce que nous ont partagé OpenAI et Google. Les deux nous ont fait des guides et des recommandations sur les meilleurs prompts. Alors après 3 ans d'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle générative, il était temps d'avoir un petit recul et c'est ce que je vous propose dans cet épisode. Petit rappel, le prompt engineering, c'est quoi? C'est la requête que vous allez faire à l'outil. Donc vous allez rédiger une instruction et il va vous sortir le résultat en fonction des probabilités, parce que n'oublions pas que ChatGPT, OpenAI, tous les LLM sont des outils probabilistes. Ils ne comprennent pas ce que vous leur demandez, ils ne comprennent pas la réponse qu'ils vous apportent. En revanche, ils font des probabilités en fonction des mots et des requêtes que vous leur donnez et en fonction des résultats qui correspondent à la requête. Alors c'est ce qui peut donner quelques biais et quelques hallucinations parfois quand la requête n'est pas assez précise. C'est ce qui fait que des fois on se dit mais il comprend rien. Bah oui, effectivement, il comprend pas, donc il faut lui donner du contexte, il faut lui donner de la matière et c'est exactement ce dont on va parler dans cet épisode. Alors pourquoi il est important de soigner ces prompts? Parce que même le meilleur modèle, si le prompt n'est pas précis, si les consignes ne sont pas claires, eh bien vous aurez soit des réponses trop génériques, soit des réponses complètement hors sujet ou hallucinantes. Une hallucination, c'est pas que l'outil hallucine comme un humain, c'est qu'il vous propose une solution qui est probable, mais qui est fausse. Alors avec les outils aujourd'hui qui sont connectés à Internet, c'est de plus en plus rare, néanmoins ça existe encore. Donc il faut vraiment faire attention à bien soigner son prompt, à bien mettre toutes les informations. Ensuite, un prompt qui sera bien conçu, il va réduire le nombre d'itérations nécessaires avec l'outil. Alors, il y a différentes méthodes de prompting qui sont notamment le few-shot prompting, d'échanger avec le LLM dans une conversation. Alors, ça peut être une méthode, moi je la recommande parfois. Néanmoins, ça fait pas mal de requêtes, ça fait pas mal de retravail par rapport à l'outil. Et le risque, c'est que vous pourriez perdre en efficacité. Ça pourrait aussi vous frustrer en disant non, mais là, c'était pas ce que je voulais, etc. Donc, mieux vous aurez structuré votre prompt, moins vous aurez d'itérations et plus ce sera intéressant et pertinent pour vous. Et enfin, ça vous permet de doser la créativité, alors toute proportion gardée. Je rappelle que c'est un outil probabiliste. Néanmoins, il y a une certaine créativité qui peut apparaître en ayant cherché des éléments qu'on met ensemble et qui sont nouveaux ensemble. C'est ce qu'on va appeler la créativité du LLM, tout en respectant un cadre précis, évidemment. Donc vous maîtrisez cette créativité avec le format, la longueur, le ton, le public cible. Vraiment, il faut lui donner un maximum de contexte. Alors je le dis souvent et je le répète, mais quelque part je suis en cohérence avec moi-même en disant ça, mais c'est votre outil d'IA, c'est votre assistant qui vient d'arriver dans votre entreprise ou votre nouveau collaborateur. Il va être très très efficace dans ce que vous allez lui demander. En revanche, il a 0 contexte. Donc plus vous allez lui donner du contexte et cadrer votre prompt, plus il sera efficace. Tout comme vous passeriez du temps avec ce nouveau collaborateur à lui expliquer comment ça fonctionne, etc., eh bien ça va le rendre plus efficace. C'est pareil avec un LLM, donc pas de baguette magique, du temps à passer pour bien lui expliquer, pour qu'il apprenne aussi, puisque maintenant ils ont tous des mémoires, donc ça permet de faire apprendre à l'outil ce que vous allez lui taper comme instruction. Ça c'est intéressant et c'est ce qui va permettre ensuite de pouvoir mieux collaborer ensemble.
Alors, si vous allez sur ChatGPT, moi ChatGPT c'est mon chouchou. Pourquoi? Parce que c'est celui que j'utilise tous les jours et parce que c'est le plus polyvalent. C'est pas forcément le meilleur, notamment en termes de rédactionnel. C'est pas pour autant que je vais changer. J'ai vu un post il y a pas longtemps qui disait que finalement, ce qui compte c'est pas tant l'outil que vous allez utiliser, mais c'est celui avec lequel vous êtes à l'aise. C'était Benoît Raphaël qui disait ça sur LinkedIn et je suis complètement d'accord avec ça. Il faut choisir l'outil qui vous convient. Il y en a plein. Prenez celui qui vous convient le mieux et changez pas tout le temps en disant: «Bah, celui-ci fait ci, celui-ci fait ça». Ça va vous apporter plus de réflexion et plus d'entraînement finalement de différents outils. Donc prenez-en un, testez-le, voire 2 quand vous avez un doute pour tester les 2 et voir celui que vous préférez. Mais voilà, moi j'utilise donc ChatGPT et je recommande ChatGPT parce que je trouve qu'il a vraiment des capacités intéressantes. Ça ne veut pas dire que les autres LLM n'en ont pas. Et dans ChatGPT, avec la version payante parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir accès à différents langages que va vous proposer ChatGPT. Vous avez le GPT 4o qui est le langage gratuit accessible à tous. Et puis en payant, vous avez le O3 qui vous permet d'avoir une utilisation du raisonnement avancé. Le O4 mini qui lui est plus rapide en matière de raisonnement avancé. Ça veut dire que le O3 va prendre un peu plus de temps à vous répondre. Le O3 mini, il est mini en plus, donc il va consommer moins d'énergie et il va aller plus vite. Le mini high, idéal pour le codage et le raisonnement visuel. Vous l'aurez compris, celui-ci, je ne l'utilise pas trop. On a le 4.5 qui est en pré-version, qui lui sera performant dans la rédaction et l'exploration d'idées. J'ai pas testé au moment où j'enregistre cet épisode, mais je vais pouvoir comparer les différences de résultats avec 4O. Il y a le 4.1, lui il est recommandé pour le codage ou les analyses rapides. Le 4.1 mini, qui est plus rapide pour des tâches au quotidien. Alors recommandation, c'est plus intéressant d'utiliser des modèles mini pour l'environnement puisque ça consomme moins d'énergie. Après, il y a des enquêtes qui sont sorties qui disent qu'un prompt texte, ça consomme autant qu'une requête Google. Néanmoins, le 4O consomme plus de puissance de calcul, donc il est quand même recommandé d'utiliser les modèles mini qui vont moins consommer, qui était d'ailleurs une force de Mistral, notre LLM français. Utiliser des mini, ça consomme moins. Évidemment, quand on parle de prompt de création de vidéos ou d'images, on n'est plus sur les mêmes consommations d'énergie. Je ne parle ici que de texte. Donc en fonction du modèle que vous allez choisir sur ChatGPT en version payante, eh bien en fonction de ce qu'il vous propose, vous aurez plus ou moins d'affinités. Il y a des gens qui adorent le O4 mini. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien pour le marketing. Il donne des résultats qui sont vraiment intéressants. Le 4O, il sera un petit peu plus généraliste à tester en fonction de ce que vous préférez et de ce que vous avez l'habitude de faire, parce que bien sûr, si vous codez, vous allez prendre d'autres modèles. Ensuite, placez bien les consignes en tête de votre prompt. Donc commencez par l'objectif de la tâche. Honnêtement, si vous le mettez après, l'outil comprendra, mais si vous gardez tout le temps un peu la même structure, ça va l'aider. Et de commencer par l'objectif de la tâche, ça va lui donner tout de suite ce qu'il doit faire et après, le texte ou les documents à prendre en considération. On peut séparer le contexte et les données d'entrée avec des délimiteurs qui seraient soit des apostrophes, soit des dièses. J'ai pas vu vraiment de différence d'en mettre ou de pas en mettre, donc j'ai pas de recommandation ultime là-dessus. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent en tout cas classer leurs instructions et de pouvoir séparer entre l'instruction et le texte. Donc si vous mettez des petits guillemets, des apostrophes, ça fonctionne très bien. Ou des hashtags. Ensuite, il faut être précis et détaillé. Donc il va falloir indiquer clairement à l'outil le rôle. Est-ce qu'il est juriste, formateur, journaliste, marketeur, expert en communication? Vous lui donnez son rôle. Alors moi j'ai été très critique envers cette fonctionnalité du rôle, mais c'est une recommandation d'OpenAI, donc je pense qu'ils ont fait des tests plus poussés que les miens, et on va leur faire confiance, donc on va donner un rôle à l'IA. Ensuite, son objectif, soit c'est de rédiger un texte, soit c'est d'analyser un rapport de campagne, soit ça va être de synthétiser un rapport. Va falloir lui donner clairement son objectif. Ensuite, vous pouvez lui donner un format. Est-ce que vous voulez du texte, une liste à puces, un article de 500 mots? Ça va l'orienter dans ce qu'il doit vous produire. Le ton, est-ce qu'il est plutôt formel, pédagogique, humoristique? Et le public cible pour qu'il sache à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à des enfants? Est-ce qu'il s'adresse à des adultes? Est-ce qu'il s'adresse à des débutants, des managers, des experts? Et c'est assez surprenant, je vous invite à faire le test. Il va vraiment adapter la tonalité en fonction de la cible. Le rôle, l'objectif, le format, le ton et le public cible. En méthode de prompting, vous avez le few shot prompting. Donc là, vous allez fournir des exemples à l'outil et puis vous allez avoir un peu une conversation pour le coup, parce que quand vous allez lui fournir votre prompt et vos exemples,
et ce que vous attendez, l'outil d'IA va s'adapter et va vous proposer le format souhaité. Mais souvent, je trouve que dans cette méthode, il y a pas mal d'échanges. Mais elle est plutôt efficace, évidemment, toutes les méthodes sont efficaces. Il faut trouver en fait, le prompting, c'est comme, les outils d'IA, il faut trouver la méthode qui vous convient. Donc, si vous préférez échanger et avoir pas mal de requêtes avec l'IA, pourquoi pas? Sachez juste que l'IA va retraiter systématiquement, enfin le LLM va retraiter systématiquement les informations, puisqu'elles ont du mal encore aujourd'hui à rester sur une information valide, les revoir, les traiter et elle va toujours reproposer une nouvelle, information. Donc, si vous voulez garder les informations que vous aimez bien échanger, je vous conseille d'utiliser Canva sur ChatGPT, qui est une fenêtre qui vous permet de collaborer directement et d'échanger avec l'IA. Et ensuite, l'outil va uniquement modifier les parties du texte que vous souhaitez changer. Ça sera mieux que de régénérer systématiquement et d'avoir 50 consignes, enfin 50 requêtes à la queue leu leu avec des résultats. Et après, vous perdez plus de temps à tout remettre en forme que finalement si vous l'aviez fait de zéro. Donc, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de gagner du temps. L'intérêt, c'est d'avoir, une ouverture d'esprit ou en tout cas quelque chose auquel vous n'aurez pas pensé. Donc je vous invite à utiliser Canva sur ChatGPT qui vous permettra de collaborer en échangeant plusieurs fois avec l'outil. Vous avez l'itération progressive, donc vous pouvez tester d'abord en zero shot, puis en few shot et enfin vous envisagez le fine tuning que si vous avez besoin d'un apprentissage plus poussé. En gros, si je traduis cette phrase, vous allez d'abord donner une instruction sans exemple, puis vous allez lui donner des exemples et enfin, vous pourrez améliorer vos échanges, en ajoutant des informations plus précises, ce qui va vous permettre d'obtenir un résultat qui correspondra à ce que vous attendez et d'ajuster votre prompt à chaque réponse pour le peaufiner. Alors là, c'est étrange, mais c'est une réalité, en tout cas ça sort des études. Les outils préfèrent les consignes positives. Donc plutôt que de leur dire n'inclus pas X, dites-lui plutôt inclus Y. Le modèle va mieux comprendre l'instruction si elle est donnée positivement. Et si vous faites le test et que vous lui dites par exemple rédige un article avec 500 mots ou rédige un article et ne dépasse pas les 500 mots, vous verrez qu'effectivement il y a une différence dans la compréhension. Donc voilà, il faut lui parler positivement à ce petit. Ensuite, les paramètres de génération, vous pouvez si vous le souhaitez. C'est pas systématique. Il y en a plein des bonnes pratiques en réalité, hein. Là, j'ai synthétisé, mais vous pouvez lui demander, d'ajuster la température, de lui donner un nombre de tokens maximum pour contrôler la créativité, la longueur et puis la manière dont l'IA va terminer son texte. Vous pouvez aussi, moi j'aime bien faire ça, demander à l'outil de se noter sur 10 en fonction de votre premier prompt et lui dire: «Bah voilà, note-toi sur 10 par rapport à ce que tu m'as proposé». Et généralement, il est plutôt assez généreux, il se donne entre, 7,5 et 8 sur 10 et puis vous lui demandez d'améliorer évidemment son prompt pour qu'il obtienne une meilleure note et normalement le résultat est plus intéressant. Le mieux, c'est de tester ce qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est d'ajuster la température pour gérer la créativité? Donc l'outil, proposer des choses qui sortent un petit peu plus, de votre prompt ou bien, bah, le cadrer en lui demandant, de se noter et d'améliorer. Alors là, c'était les bonnes pratiques d'OpenAI. Google, à peu près dans le même temps, a lancé aussi un rapport. Je vous avais fait un petit épisode qui synthétisait ce guide des bonnes pratiques, donc il fait une cinquantaine de pages. Et donc, ils ont lancé leur guide à eux. Alors, fondamentalement, heureusement, d'ailleurs, c'est pas complètement différent de ce que propose OpenAI, mais c'est intéressant de voir leur point de vue et la façon dont, en fait, ils vont proposer d'utiliser les prompts. Alors, pour Google, c'est un peu différent. Les types d'input, donc il va dire est-ce que c'est des questions, des tâches, des entités ou des complétions partielles. Lui, il va plutôt aller sur les contraintes, donc donner une longueur, un format, ce qu'il faut ou ne faut pas générer. Donc là, pas de retour d'expérience sur l'instruction positive ou pas. Des paramètres avancés avec des températures, des itérations structurées, reformuler, tester des tâches analogues, réorganiser vos prompts et des limites éthiques, éviter de demander à l'IA des faits non vérifiés ou sensibles. Alors comme Gemini de Google, lui, il repose sur Internet, ils ont probablement cadré un peu plus cette partie-là éthique, qui est intéressant d'ailleurs, puisque ChatGPT le fait sûrement, parce qu'il est très modéré comme outil, mais là c'est bien d'avoir cette limite d'éviter de demander à l'IA des faits non vérifiés ou qui sont sensibles. Alors les points de convergence et les complémentarités, le choix du modèle, alors c'est vrai que Google lance tout le temps en fait des nouveaux modèles. C'est pas comme Gemini où on a accès à différents types de langages et encore, je vous dis des bêtises, on a accès à 2.5 ou à d'autres versions. J'ai pas testé la version payante de Google et la version gratuite m'a beaucoup déçue. Donc je sais qu'ils font beaucoup d'efforts et que je vois des effets d'annonce dans tous les sens et donc fort à parier que Google sera très très fort et aussi fort que ChatGPT. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses pour moi. Mais en tout cas, dans le quotidien, je préfère utiliser ChatGPT.
Alors, dans le choix du modèle, ce qu'ils disent, c'est pour OpenAI de toujours utiliser le plus récent, pour Google de connaître les forces et les limites de chaque modèle. En termes de structure, pour OpenAI, on va plutôt donner des instructions puis le contexte avec des délimiteurs, alors que Google oriente le rôle, le contexte et les exemples. En termes de spécificité, on est sur la même chose, hein. Sur OpenAI, format, ton, public. Google, on va être sur détail extrême, quantité, style, persona. Sur OpenAI, on va plutôt être sur du zero shot, few shot prompting et après du fine tuning. Alors que sur Google, on est plutôt sur des exemples multiples et le chain of thought, qui est une autre façon de prompter, pour laquelle je ne rentre pas dans les détails ici. Et en termes d'itération, sur OpenAI, ça va être un affinement progressif, alors que Google, c'est des expérimentations de variantes et de personas. Bon, en résumé, OpenAI va proposer un processus qui est méthodique et formalisé, alors que Google va plutôt miser sur l'expérimentation contextuelle et le réglage fin des paramètres. Donc en combinant ces deux approches, vous aurez des prompts structurés, contextuels et optimisés. Ce qui fonctionne pour l'un fonctionne pour l'autre. Ce que vous testez sur ChatGPT fonctionnera sur Gemini et vice-versa. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien d'avoir en tête les spécificités de chacun. Si je devais résumer cet épisode, le prompt est essentiel. Contextualisez au maximum votre prompt pour que l'IA puisse avoir un maximum d'éléments. Structurez et détaillez vos prompts. Itérez jusqu'à obtenir le résultat parfait. Alors le résultat parfait, le résultat qui vous convient, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous créer soit une bibliothèque de prompts si vous avez des versions gratuites, soit vous avez créé des assistants GPT et là vous pouvez les mettre à jour et les affiner constamment. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté des informations sur le prompting. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.